France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 de l'été. La rentrée sociale, ce sera précisément la semaine prochaine quand Édouard Philippe recevra séparément les principaux leaders patronaux, syndicaux, dont vous faites partie. Pascal Pavageau, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière, avec des réformes sociales à tous les étages et pas mal de sujets de crispation en vue, à commencer par la future réforme des retraites. D'abord, êtes-vous opposé à toute réforme des retraites ou reconnaissez-vous qu'il faut effectivement revisiter ce régime déficitaire ? D'abord, premièrement, tous les régimes ne sont pas déficitaires. Deuxièmement, en permanence, nos systèmes de retraite ont évolué. Là, en l'occurrence, on est face à un chef de l'État qui l'avait annoncé et qui, de façon idéologique, de façon même un peu dogmatique, a décidé de passer à une logique de retraite par points, donc de tout casser. Comme il le fait d'ailleurs de façon systématique avec à peu près tout, et là en l'occurrence de le remplacer par un système individuel de points où finalement chacun d'entre nous aura la responsabilité d'aller se chercher des points ici ou là et donc d'être le seul et unique responsable de, on va dire, sa petite réserve de points pour essayer de prendre sa retraite. On va expliquer ce système de points puisqu'on y est. Pour l'expliquer justement, pour l'expliquer, la Suède le pratique depuis longtemps. Ce qu'il faudrait arriver à savoir, et c'est ce que je vais demander, ce que nous allons demander au niveau de Force ouvrière au gouvernement, et ce, dès la semaine prochaine, au Premier ministre, c'est maintenant on arrête. On arrête de discuter sur les grands principes généraux. La concertation qui a lieu depuis le début de l'année a été une concertation, je dirais, honnête, loyale, intéressante, productive sur des différents échanges. Sauf que maintenant, puisqu'on nous parle d'un projet de loi au mois de décembre, on rentre dans le concret. C'est quoi cette retraite par points que vous voulez imposer? Concrètement, c'est quoi le principe de réversion demain avec une retraite par points? C'est quoi si on fait une simulation avec monsieur ou madame Intel aujourd'hui qui, par exemple, au bout de 42 ans, pourrait prendre aujourd'hui sa retraite avec, je sais pas quoi, 1200 €. Si la retraite par points avait existé, cette même personne, elle partirait avec combien dans un système par points? En gros, il est temps maintenant d'avoir du concret, il est temps d'avoir un certain nombre d'éléments, qu'on nous démontre et qu'on nous montre qu'est-ce que sera cette fameuse retraite par points. Ce que nous craignons, c'est que 90% à 95% de la population soient les grandes victimes de ce système. Et qu'en fait, puisque dans une logique de retraite par points, vous n'avez pas de date de départ, vous n'avez pas de durée légale. Chaque minute non travaillée, c'est une retraite en moins. Chaque minute non travaillée, c'est une logique de décote. En fait, la retraite par points, c'est le travail sans fin. Au bout du bout, personne n'arrivera à prendre sa retraite parce que personne n'aura jamais, qu'il ait 65 ans, qu'il ait 70 ans, 75 ans, suffisamment de points pour pouvoir partir. Parce qu'avec la retraite par points, le salarié n'acquiert pas des euros, mais donc des points dont la valeur peut fluctuer en fonction du contexte économique. C'est ça que vous craignez? C'est surtout qu'on individualise et qu'on casse le système à la fois de solidarité, à la fois de répartition entre les générations intergénérationnelles, et que finalement, on supprime un droit qui existe aujourd'hui de façon collective, du fait que quelque part on cotise pour justement pouvoir récupérer ce droit à un moment donné à la retraite, à une logique individuelle en disant tu as la responsabilité de te débrouiller tout seul pour récupérer des points. Le problème c'est que on vous dira, c'est la cigale et la fourmi, on vous dira à un moment donné, t'as fait 3 enfants, t'as fait un choix. T'as eu 10 ans sans travail, t'as eu un choix ou un choix contraint. Donc au bout du bout, t'as 75 ans, t'as toujours pas assez de points pour pouvoir partir, bah c'est ton problème. C'est ta responsabilité unique, il y a plus de solidarité, il y a plus de répartition intergénérationnelle, on renvoie, on individualise la fin du parcours parce qu'en fait c'est l'intégralité du parcours, pour ne pas dire de la société et du modèle social qui en ce moment est individualisé par le président de la République. Pascal Pavageau, vous regrettiez à l'instant en tant que secrétaire général de Force ouvrière d'avoir face à vous un président de la République un peu trop dogmatique et qui ne rentre pas dans le détail. À quoi ont servi toutes ces réunions que vous avez eues avec Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de réformer la retraite? Écoutez, il a été chargé par le gouvernement, puisqu'il n'est pas membre du gouvernement. Le gouvernement a fait un choix de nommer un haut commissaire, ce que nous avons regretté, pas pour l'individu Jean-Paul Delevoye, mais sur le principe. Nous préférons avoir un interlocuteur qui soit un ministre, parce que dans ce cas-là, le ministre, il engage la parole du gouvernement. Bon, le choix du gouvernement a été de prendre un haut commissaire. Encore une fois, sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, le dialogue a été constant, le dialogue il a été correct, le dialogue il a été sincère, il a été direct, donc il n'y a pas de souci sur la méthode jusqu'à maintenant. Mais maintenant,
On est en septembre, on va rentrer là en septembre, on va être à 4 mois de potentiellement la sortie de la loi. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Voilà. On arrête de parler des grands principes généraux où on nous dit la main sur le cœur, mais bien sûr, la réversion sera maintenue. Là, ça c'est le discours de Jean-Paul Delevoye, puis ensuite on a des ministres qui arrivent en disant ouais, enfin bon, bref, c'est pas si clair que ça. La réversion, on verra si on est en capacité de la maintenir, peut-être pas pour tout le monde. Pour d'autres qui disent en disant finalement, pour les gens actuellement avec le système actuel, la réversion est maintenue, mais on n'est pas sûr que ce sera maintenu dans le nouveau système. Donc maintenant, on veut du on va expliquer encore une fois, pour pouvoir expliquer, il faut du concret. Moi aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de pouvoir expliquer concrètement c'est quoi la réforme par points, la retraite par points que veut mettre en place le gouvernement à partir des prochaines années. Sur l'avenir des pensions de réversion pour les veuves et les veuves surtout, le gouvernement dit vouloir introduire plus de justice dans ce système. D'abord, êtes-vous d'accord pour reconnaître que ce système de pension de réversion aujourd'hui n'est pas totalement égalitaire ? C'est pas le cas. Par contre, si on veut mettre plus de justice, dans ces cas-là, il faut améliorer, on va dire, le taux de réversion pour les veuves ou les ayants droit dans ce cadre-là et les aligner à chaque fois par le haut. Quand on veut mettre de la justice sociale, on aligne lorsqu'il y a des inégalités par le haut. Là, en l'occurrence, c'est pas ça. On va se retrouver avec une question fondamentale. Est-ce que mes points individuels, personnels, peuvent aller à mon ayant droit une fois que je suis décédé? Est-ce que des points personnels peuvent être transférés à quelqu'un d'autre et sous quelles conditions? Aujourd'hui, cette question-là, on n'a pas la réponse et je crains que la réponse, au final, soit qu'il y ait une impossibilité de transfert de cette logique de par point, parce que, encore une fois, une logique de retraite par point, c'est l'individualisation. Les points sont personnels, ils sont individu par individu. Ça fait partie, il ne faut pas se faire avoir sur la question uniquement de la réversion. La réversion est un sujet sensible et important, pour pas dire essentiel. Et mais important pour Emmanuel Macron, parce que ça concerne les retraités qui ont voté massivement pour lui, donc c'est une question assez sensible. Oui, mais on pourrait dire que les retraités, aujourd'hui, sont à l'abri de la réforme, puisqu'ils sont déjà à la retraite et le système aujourd'hui je pense pas que ce soit en capacité de pouvoir bouleverser, y compris pour celles et ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Encore une fois, le problème de fond n'est pas de s'attaquer soit à un point particulier comme la réversion, soit d'avoir des discours d'ordre généraux sur des grands principes. Le problème, c'est maintenant de nous donner du concret. Nous demanderons à partir du mois de septembre, les premiers éléments du projet de loi qui doivent sortir en décembre. On va pas nous faire croire que le texte n'est pas commencé à être préparé et donc on n'a pas des éléments de concret. On veut parler du concret. On arrête de faire du blabla général sur les grands principes. Parlons-en du concret. Emmanuel Macron avait pris le risque durant la campagne électorale de dire qu'il n'allait pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Allez-vous le lui rappeler ? Oui, mais encore une fois, cette histoire est un leurre. C'est-à-dire que dans une logique de retraite par points, vous n'avez plus d'âge légal de départ à la retraite. Vous êtes le seul responsable de votre propre sort. Et chacun vérifiera qu'il n'a pas le nombre de points suffisant pour pouvoir partir, que ce soit à 62 ans, que ce soit à 64 ans, que ce soit à 70 ans, que ce soit à 75 ans. C'est la retraite des morts. C'est le fait qu'en fait, c'est le travail sans fin. La retraite par points, c'est la retraite en moins. On n'aura plus de capacité de pouvoir partir parce qu'on n'aura jamais assez de points pour pouvoir partir. Pour 90% de la population, c'est ce qui va se passer. Je suis désolé, c'est un procès d'intention. J'en conviens, parce que évidemment, on peut pas faire la démonstration, d'autant plus qu'on n'a pas le texte. Dans ces cas-là, le meilleur moyen, excusez-moi, mais c'est fondamental. Le meilleur moyen de démonter l'argument que nous donnons là à Force Ouvrière, c'est de nous donner du concret et de faire la simulation. Et de répondre à la question que je donnais tout à l'heure en disant « Monsieur Untel ou Madame Bidule, aujourd'hui, dans le cadre actuel de la réforme, après 42 ans de travail, à 64 ans, ils partent chacun à la retraite et ils ont tant en termes de niveau de pension. Si le système avait été celui qui compte être mis en place, avec combien serait-il passé ? On s'apercevra que c'est largement moindre que ce qu'ils ont aujourd'hui, qui est déjà pas beaucoup. Pascal Pavageau, permettez-moi de vous dire, vous êtes parfois un petit peu caricatural. On connaît les leviers. En matière de caricature, excusez-moi, mais le maître, il est plutôt au niveau du gouvernement. Hein. Les leviers du départ à la retraite. Si on n'augmente pas l'âge de départ pour résoudre l'équation, on connaît les leviers. Il faudra leur faire peut-être payer plus cher les cotisations des actifs. Il n'y aura pas d'âge légal de départ à la retraite, puisque chacun sera libre, soi-disant, de partir. Au motif, soi-disant, de liberté, on demande à tout le monde, on impose à tout le monde de rester en permanence au
au niveau du travail. Il y aura plus de questions d'âge légal. Il y aura plus de questions de durée de cotisation. Il y aura juste un nombre de points que chacun essaiera de récupérer et dont il ne récupérera jamais assez parce qu'encore une fois, dans une logique de retraite par points, chaque seconde non travaillée, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on a un enfant, soit parce qu'on a une période de chômage, soit parce qu'on décide de faire de prendre un week-end, chaque minute non travaillée, c'est de la retraite en moins. Et au final, encore une fois, on se retrouvera avec des gens qui seront dans l'incapacité de pouvoir avoir un nombre de points suffisant pour pouvoir partir. La rentrée sociale vue par le leader de Force ouvrière et toutes les réformes en vue. Pascal Pavageau, vous restez avec nous pour répondre maintenant aux questions des auditeurs. Soyez les bienvenus, c'est au 01 45 24 7000. Il est 8h32. France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez. Avec une première question de Benjamin. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Monsieur Pavageau. Savez-vous Bonjour. qu'il y a déjà des millions de gens qui ont des retraites par points? Moi, je suis pigiste. J'ai reçu de audience une annonce comme quoi si je prenais ma retraite à 60 ans, j'avais 1500 balles de retraite, à 62 un peu plus, jusqu'à 67 un peu plus, parce que j'aurais des points en plus et que chaque point avait une valeur. Et j'avais des points de l'Ircantec, de la Capricelle, de différentes caisses, et qui sont même pas en rapport en plus avec les cotisations que j'ai faites. Parce que comme j'ai 15 employeurs, tout ça n'est pas cumulé comme un salarié normal ou un fonctionnaire qui part avec 70% de son dernier traitement. Oui, alors Pascal Pavageau, tout à fait. Le système par points existe aujourd'hui, mais sur des régimes qui sont des régimes complémentaires. Et le régime général reste celui basé, vous l'avez rappelé, de la cotisation. Donc vous ouvre un droit collectif basé sur votre cotisation. Et les points dans ce cas-là sont entre guillemets du bonus supplémentaire. Là, le système qui va nous être imposé, c'est de mettre l'ensemble des régimes, l'ensemble du système selon une logique individuelle par points. Encore une fois, le fait d'avoir la GIR-Clarco, des régimes aujourd'hui qui sont des régimes par points, qui sont des régimes complémentaires, adossés à un principe général, à un régime général qui est celui de la cotisation, de la solidarité et de la répartition, ça ne pose pas de problème. Donc ce que nous attaquons, ça n'est pas le principe des points, ce que nous attaquons, c'est la transformation, l'anéantissement de notre modèle social avec un passage par points qui individualise, l'ensemble du système, à commencer par le régime général. Pour terminer avec ce chapitre sur les retraites dont on a parlé depuis ce matin, il faut rappeler aussi que l'exécutif ne veut plus qu'un seul régime universel et en finir avec la quarantaine de régimes existants actuellement. On va parler d'une autre réforme qui touche tous les Français, c'est celle de l'impôt à la source, réforme dite de simplification, mais dont on n'arrête pas de découvrir jour après jour qu'elle n'est pas très simple à mettre en œuvre. Cette retenue à la source, qu'en pense le syndicat Force ouvrière? On a toujours dit que c'était une erreur, c'était une bêtise, c'était une stupidité sans nom et que ce serait extrêmement problématique. Donc on a toujours été opposé, comme d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales et de ce point de vue-là sur la mise en place de l'impôt à la source. La retenue à la source, ça va être mis en place début 2019 puisque c'est le choix finalement qui a été retenu par le président de la République et par le gouvernement. Préparez-vous à l'impact, parce que en l'occurrence, je pense que la plupart de nos concitoyens ne sont pas prêts, n'ont pas mesuré là aussi l'impact concret que cela va avoir sur leur feuille psychologique, plus que psychologique, sur la feuille de paye. Oui, c'est un impact psychologique, parce que l'argent, il est pris ou par trimestre ou chaque mois. Il est pris certes à un moment donné sur le paiement de l'impôt de toute façon, ça certes, sauf que l'ensemble des problèmes qui vont se poser, ça va être notamment le fait de pouvoir, faire intégrer nos modifications d'ordre personnel d'une année sur l'autre. Bref, il y a plein de difficultés. Puis on voit bien également que l'objet de la réforme, au-delà d'ailleurs de l'individualisation, parce que la logique de la retraite de l'impôt à la source, c'est aussi avoir un taux individuel d'imposition sur chacun. C'est-à-dire que même le micro-collectif, qui était la logique de foyer fiscal, il est supprimé dans cette logique-là. Mais surtout, c'est aussi de faire encore des dizaines et des centaines de postes dans les finances publiques en moins de fonctionnaires et d'agents publics qui aujourd'hui sont celles et ceux qui peuvent nous renseigner, nous conseiller et nous aider justement dans cette démarche au niveau de l'impôt. C'est encore une volonté de faire des micro-économies sur le dos de l'ensemble de nos concitoyens, sauf que là, en l'occurrence, je pense que l'impact
l'impact social, l'impact sociologique, psychologique de la feuille de retraite, effectivement, de la feuille de salaire. Sur la feuille de salaire, elle va être absolument gigantesque dès le mois de janvier. Et la plupart de nos concitoyens ne sont pas prêts à se rendre compte, n'ont pas anticipé le fait que du jour au lendemain, se prendre 50, 150, 400 euros, voire plus en moins sur sa feuille de salaire à partir du mois de janvier, sans comprendre réellement pourquoi, va véritablement poser un problème. Ensuite, vous pensez que ça va même avoir une conséquence sur le pouvoir d'achat? Les Français vont moins consommer? Nous pensons que ça va avoir une conséquence, effectivement, sur le pouvoir d'achat et sur la consommation, donc à un moment donné, sur la question de la croissance, c'est aussi effectivement un des sujets. Après, le problème, c'est que finalement, l'entreprise devient le collecteur à la fois de la cotisation et à la fois de l'impôt. C'est aussi un moyen pour le gouvernement, à terme, de faire une fusion CSG, impôt sur le revenu, et donc d'anéantir globalement l'ensemble du financement de la sécurité sociale. Et pas mal de paperasse en vue pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, comme les grandes entreprises, de gérer ces dossiers. C'est aussi l'une des plaintes sur cette retenue à la source. Pour une fois, au patronat et syndicats sont d'accord. À propos de l'inflation, on en parlait à l'instant, elle a donc atteint son plus haut niveau en France depuis 2012 avec un bond de 2,3% en un an. Avez-vous repéré des signaux du gouvernement pour rebooster le pouvoir d'achat ? Non, alors là, non, c'est le moins qu'on puisse dire, tant sur le SMIC que sur la valeur du point d'indice, par exemple, dans la fonction publique, là où un gouvernement, justement, a la main. On peut pas dire aujourd'hui que, d'une manière générale, il y ait une volonté politique, justement, de lever cette modération salariale ou cette réduction salariale. Au contraire, on renvoie entreprise sur entreprise, on renvoie finalement les gens à leur simple sort en leur disant, finalement, si tu veux du pouvoir d'achat, sois auto-entrepreneur de toi-même et ne te cherche plus un emploi, mais cherche-toi des clients ou une activité. Bref, débrouille-toi tout seul. Et encore une fois, au final, toujours la même petite musique. Si tu gagnes pas assez, c'est un peu de ta faute. Vos questions ce matin au secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau. C'est au 01 45 24 7000, le standard de France Inter. Avec en ligne Stéphane qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais à la fois interpeller ou questionner votre intervenant et soulever un problème dont on n'entend pas très bien parler en ce moment. Parmi les réformes qui sont engagées par l'État, il y a une qui concerne les entreprises, notamment la loi Pacte. Et il y a notamment dans le cadre de cette loi une réforme qui concerne les chambres de commerce et d'industrie. Et qui va se traduire in fine par, nos syndicats l'estiment en tout cas, une suppression de l'ordre de 6 000 à 8 000 emplois sur les prochaines années. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les réductions budgétaires annoncées par l'État aux chambres de commerce qui sont des établissements publics sont de l'ordre de 100 millions, enfin sont pas de l'ordre, sont de 100 millions par an pendant 4 ans, soit 400 millions. Donc ça va inévitablement se traduire, même si les chambres de commerce se réorganisent, apprennent à travailler différemment, etc. Ça va inévitablement se traduire par des suppressions d'emplois. Donc ça fait quand même un méga plan social dont on n'entend absolument pas parler. Alors que, pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, les gens qui travaillent dans les chambres de commerce sont ceux qui vont justement aider les TPE-PME à mieux apprendre à gérer comment, par exemple, on va travailler différemment en termes de comptabilité pour pouvoir mieux absorber le prélèvement de l'impôt à la source, comment on fait pour mieux s'insérer dans la transition écologique, comment on fait pour mieux travailler à l'international, etc., etc. Quelle est votre question au final, Stéphane? On a bien compris le contexte. Les syndicats, en l'occurrence FO, au niveau français, avaient pris la mesure de ce plan social national qui s'annonce, ou pas, parce que j'en entends et mes collègues. Eh bien, on va poser la question à Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force ouvrière. À Stéphane, on en avait pris la mesure puisque, vous vous en souvenez peut-être, Stéphane, c'était déjà dans le projet de loi, effectivement, Macron à l'époque, lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie, et nous avions pu à l'époque l'empêcher. Sauf qu'à l'époque, il y avait de la concertation, il y avait du dialogue. Là, aujourd'hui, ça revient, on va dire, par la fenêtre de la loi Pacte, qui est une logique, en fait, de 7e ordonnance, la loi Pacte à nouveau. Et cette logique d'individu, donc, pour répondre à votre question, non seulement on en a pris la mesure, mais nous l'avons contesté. Oui, il s'agit d'un plan social à l'échelle de l'ensemble des CCI. Et oui, les premières victimes seront le tissu de PME-TPE et donc derrière l'ensemble des salariés de ces PME-TPE. C'est une logique d'individualisation qui s'applique aussi sur les entreprises. Chacun
est auto-responsable. Il n'y a plus d'aide publique, il n'y a plus d'assistance publique, il n'y a plus de conseils. Chaque société doit se débrouiller tout seul, chaque individu doit se débrouiller tout seul. C'est la logique de l'individualisation et du chacun pour soi. Cette loi Pacte pour les PME notamment, elle va dans la continuité de la loi travail pour rendre l'économie française plus compétitive. Alors c'est vrai qu'il y a c'est vrai que la loi travail a rendu la société française plus compétitive. Les milliers d'emplois qu'on a vus depuis juste la loi la question sur la loi Pacte. La loi Pacte, elle veut par exemple favoriser la création d'entreprises en ligne, favoriser l'intéressement pour l'épargne à la retraite. Êtes-vous d'accord pour reconnaître qu'il faut peut-être rendre un peu plus de compétitivité aux entreprises aussi? On l'a vu avec le commerce extérieur de la France. Le mot compétitivité n'est pas un gros mot. Dans ces cas-là, elle est où l'aide publique? Il est où l'investissement public? Elle est où effectivement les conseils aux entreprises pour pouvoir les aider sur tous les plans? Ils sont où, on va dire, les services publics et l'action publique qui doit permettre de l'innovation, qui doit permettre aujourd'hui de la recherche, du développement, qui doit permettre par exemple que on puisse avoir l'exploitation d'un brevet qui a été trouvé grâce au crédit d'impôt recherche sur lequel nous sommes favorables pour l'exploiter notamment sur le territoire national. Le CICE est une bêtise sans nom. Nous, on a proposé à l'époque la mise en place d'une banque publique d'investissement. Ça a été mis en place, c'est un succès. Les outils de compétitivité, ils sont en général issus justement de l'intervention publique, de l'intervention qui soit ciblée sur l'emploi, sur l'innovation, sur l'activité. Donc pas de problème. La loi Pacte, c'est le strict inverse de ce que je dis là, c'est chacun pour soi, entreprise par entreprise, chacun se débrouille et si une entreprise crève, c'est qu'elle a été mal gérée et donc que c'était de sa responsabilité. Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière. On va une dernière fois au standard avec une question de Sébastien qui est en Bretagne. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Je voulais revenir un petit peu sur plusieurs choses que j'ai entendues qui sont très intéressantes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Non, alors c'était principalement sur les retraites. Moi, je me pose la question, pourquoi on ne s'est pas battu pour sauver les retraites à 60 ans en ayant un régime unique, le même pour tous? Pourquoi faire des usines à gaz, là, avec des régimes spéciaux si on est artisans, des régimes spéciaux si on est ministre, des régimes spéciaux si on est parlementaire. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas à la simplicité et qu'on ne défend pas l'égalité des citoyens devant la loi. Et donc un même régime pour tous. On a quelques secondes, Pascal Pavageau, pour vous répondre. La revendication initiale a été celle-là. Et sur la retraite à 60 ans et le retour à une durée de cotisation qui soit décente, on avait parlé des 37 annuités et demie, en tous les cas, quelque chose qui permette effectivement, y compris de passer le flambeau de génération à génération avec un âge légal qui soit celui de 60 ans pour partir à la retraite à taux plein. On s'est battu pour ça et on continue de le faire. Ce qui est clair, c'est que derrière, ce sera l'ensemble du système qui sera anéanti avec une logique de retraite par points. Et donc on va se battre et on va se mobiliser contre cet anéantissement de notre modèle social et de cette logique d'individualisation. Absolument. Une dernière question, est-ce que la perspective des élections syndicales fin novembre à la SNCF par exemple ou en décembre dans la fonction publique, est-ce que ça ne va pas générer des surenchères entre syndicats? Si on commence à raisonner uniquement parce qu'il y a des élections dans les entreprises ou dans la fonction publique ou à SNCF, dans ces cas-là, on fait plus rien vu qu'il y a des élections tous les jours dans les entreprises. Donc heureusement, on est au-dessus de ça et on travaille sur autre chose, c'est-à-dire sur, on va dire, l'aboutissement des revendications générales que nous pouvons porter dans l'intérêt des travailleurs. Merci Pascal Pavageau, secrétaire général de Force Ouvrière, d'être venu ce matin sur France Inter. Merci et bonne journée.